On va se faire un. Ok, on a pour le petit temps. Merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui. Merci à tous d'être présents pour cette masterclass. Le programme c'est un programme qui permet aux entrepreneurs d'avoir un accès efficace au service public. Et c'est dans ce cadre de ce programme-là qu'on essaie d'organiser des masterclass sur des sujets qu'on pense qui peuvent être utiles aux entrepreneurs. Et dans ce cadre-là, voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez des besoins ou quand vous discutez entre vous, vous rencontrez les mêmes problèmes, à nous faire remonter ces problèmes-là et ces besoins pour que nous, ensuite, on puisse organiser des masterclass qui répondent à vos besoins et à vos attentes. Le but, c'est que ce soit utile pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup et bonne masterclass. Merci à vous. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Maxime Bousseau, coordinateur Team France Export pour la région Sud. Avant de se lancer dans le vif du sujet de cette masterclass, donc l'Amérique du Nord, faites bien de repréciser ce qu'est la Team France Export. C'est l'alliance de 3 opérateurs, Business France, Alliance pour l'internationalisation des entreprises, avec notamment un réseau de bureaux dans une cinquantaine de pays étrangers. CCI France, donc les chambres de commerce en région, avec ici en région PACA 7 implantations où sont basés les conseillers internationaux. Et enfin, BPI France, que vous connaissez peut-être surtout dans la tech pour les solutions de financement de l'innovation, mais qui propose aussi les solutions de financement à l'export. Tout ça pourquoi pour que toute société qui veuille se lancer à l'export ou exporte déjà puisse s'appuyer sur un contact dédié en région pour aborder son projet, se préparer et ensuite voilà, se projeter à l'international sur les pays ciblés. On va peut-être passer à la slide suivante. Sur le réseau et pour rester sur le sujet de la tech, donc je l'ai dit, une présence en propre dans 50 pays avec un bureau dans 50 pays à l'étranger et également des partenaires dans les autres pays où nous n'avons pas de bureau. Et avec, c'est ça qu'il faut garder en mémoire, avec dans chaque bureau, un conseiller ou une équipe spécialisée sur les sujets de la tech pour accompagner votre projet en lien avec l'écosystème local et pouvoir voilà, émettre des recommandations et pouvoir vous accompagner au mieux pour vous lancer sur le marché en question. On va passer rapidement à la suite. Là, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de chaque offre, mais même chose qu'il faut retenir ici sur cette slide, c'est que on va avoir une solution qui va répondre à tout stade de développement du projet. Que ce soit vraiment au début, je recherche de l'information, point d'entrée avec un site qui vient de connaître une refonte, là où vous rentrez vraiment par votre besoin, quelle question vous cherchez, jusqu'à, OK, je veux être mis en relation avec mon conseiller ici en région. La mise en relation, c'est via le site, vous complétez rapidement un formulaire avec votre besoin. Vous avez aussi beaucoup d'infos en ligne avec des fiches marché, avec des fiches sectorielles sur la cyber, voilà, toute thématique qui touche à votre activité. Donc voilà, un site avec beaucoup de contenu sur lequel voilà, je vous invite à créer un compte, à naviguer pour voir déjà si vous trouvez votre info. Et si jamais vous voulez passer à l'étape suivante, parler avec un bureau à l'étranger, structurer et préparer votre projet ici en région avec plein de solutions pour vous aider vraiment à structurer la démarche, à cibler les pays en lien avec votre conseiller ici en région PACA. Être mis en relation avec nos bureaux pour parler d'un marché, jusqu'à ensuite des solutions de mise en relation avec des missions à l'étranger, missions collectives, des missions individuelles, du VIE, volontariat international en entreprise, la solution RH qui est portée par Business France pour prendre dans l'entreprise un jeune qui va être placé à l'étranger pour développer un marché, être basé chez un partenaire, par exemple, pour voilà, développer le marché pour vous. Les gros salons mondiaux de la tech sur lesquels on organise aussi une présence via un pavillon France pour permettre aux startups et aux boîtes d'exposer. Voilà. Je rentre pas encore une fois dans le détail, mais c'est pour voilà, garder en tête sur cette slide que différents besoins en fonction du stade de développement de l'entreprise sur un marché ou sur voilà, plusieurs marchés. Mais encore une fois, tout ça peut être repartir vraiment de là où vous en êtes, du besoin, et voir ça avec votre contact ici en région pour voir comment on peut vous accompagner et quel type de solution on peut répondre. On va du coup là, avec Virginie, rentrer un peu plus dans le sujet de la tech avec l'offre
Business France qui répond à ces sujets avec différents programmes. Et voilà, je te laisse la parole si tu veux. Ok, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Virginie Vétès. Je suis basée à Marseille, mais je fais partie de l'équipe tech de Business France qui donc, est entièrement à Paris. Et juste pour faire le relais avec ceux qui sont peut-être en vidéo et qui viennent d'autres régions, ce que vient de nous expliquer Maxime existe aussi dans d'autres régions avec d'autres personnes de proximité qui peuvent vous aider et vous accompagner. Donc, sur les techs en particulier, quand on fait un zoom, on reprend un petit peu l'offre. Le service tech dans le monde, puisqu'il y a le service à Paris, mais il y a aussi tous nos collègues tech, dont Faisal, qu'on va écouter tout à l'heure, qui sont dans tous les pays du monde et qui représentent votre secteur pour vous aider à vous développer dans ces pays-là. On organise environ 69 opérations collectives par an. Donc, c'est quand même 450 entreprises accompagnées pour les opérations B2B ou encore 1000 entreprises accompagnées sur les salons internationaux, ce qu'on appelle chez nous les pavillons France. Donc, pour vous redonner une petite idée de ce qu'on appelle, nous, un accompagnement collectif, parce que c'est pas toujours évident de le comprendre, on a tout ce qui représente l'export en commence en France. Alors ça, c'est vraiment pour aider, c'est la première marche, on va dire, à gravir pour les entreprises sur l'export. On invite des acheteurs étrangers sur des salons en France. C'est complètement gratuit. Ça se passe ici, c'est facile pour vous d'y assister. Et je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'on fait en tech, mais le plus important étant Vivatech, qui a lieu fin mai cette année, voilà, à cause des Jeux Olympiques. Donc, gardez ça en tête et si vous voulez en savoir plus sur les secteurs particuliers, revenez vers moi, je vous donnerai la liste. Tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que sur ces salons en France, nos bureaux à l'étranger mobilisent des acheteurs pour les inviter à se déplacer sur ces salons et avec lesquels on va vous monter des rendez-vous sur place, sur le salon. L'idée, c'est que ça permet de ne pas se déplacer, mais de rencontrer quand même des acheteurs ou des partenaires potentiels. Les pavillons, je ne reviens pas dessus, c'est les pavillons France qu'on voit sur tous les grands salons internationaux. Donc là aussi, on a un programme qu'on peut retrouver sur le site internet. Et puis, tout ce qui est B2B et que moi, je représente, puisque je fais partie de cette équipe-là, où on a plusieurs typologies d'opérations. Ce qu'on appelle B2B, c'est dès lors qu'il y a un rendez-vous individuel entre vous et une entité locale qui va vous permettre d'avancer sur votre secteur, un rendez-vous individuel ciblé, préparé en amont pour vous. Okay. Donc, on a des boosters, des programmes d'immersion, des French Tech Days, French Tech Tours, vous en avez peut-être déjà entendu parler, des rencontres acheteurs, des business séminaires, des expéditions. Alors, pour aller un peu plus vite, voilà, je vais faire un zoom, moi, ici, entre nous, sur tout ce qui est programme d'accélération, donc dans cette typologie-là, les boosters et les French Tech Tours, essentiellement. Ça, c'est l'équipe, vous retrouverez ça sur le slide pour revenir vers nous. Donc, qu'est-ce qu'un booster? Un booster, c'est une toute nouvelle typologie d'opération qui vient de sortir, qui est hautement subventionnée par l'État. C'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui et qui concerne également les US. Ça vous permet d'apprendre vraiment, c'est un programme très long déjà, hein, sur 7, 8 mois, 9 mois, qui permet pour les entreprises qui ont vraiment un projet d'implantation, qui ont déjà validé l'intérêt du marché, d'apprendre les clés du marché, d'adapter sa stratégie, de construire un réseau avec des rendez-vous B2B, comme on en a parlé tout à l'heure, et de pérenniser sa présence sur le marché donné. Je vais un peu vite. Mais l'idée, c'est qu'on fait ça sur des marchés matures et ciblés, sur les priorités France 2030. C'est pour ça qu'on est bien représenté sur ces boosters-là, puisqu'il y en a une douzaine sur des secteurs différents, dont 4 dans les textes. Ça représente 8 à 12 participants qui sont sélectionnés par un jury local. Et il y en a donc 3 en tech pure US, dont on va parler avec Faisal, l'Allemagne et l'Europe du Sud, qui concernent donc l'Italie, l'Espagne et le Portugal, et un spécifique cyber qui couvre les États-Unis et le Canada. 50% pris en charge, donc c'est pour ça que j'attire votre attention sur ces opérations-là qui sont très intéressantes pour vous. Donc au programme cette année, dans les programmes d'accélération, les 3 boosters dont je vous parlais, Allemagne, Europe du Sud, SAS aux États-Unis et le Cyber qui n'est pas là, parce que pas représenté de la même façon, mais qui aussi aura lieu si vous êtes dans ce secteur. Et quelques French Tech Tours en Benelux, en Inde, en ASEAN et puis en Amérique latine pour ceux que ça intéresse. Les French Tech Tours, c'est le niveau un tout petit peu en dessous du booster. L'entreprise attend là plutôt de valider l'intérêt du marché, alors que quand on passe sur le booster, on a déjà validé l'intérêt du marché pour son produit.
Voilà, pour plus d'informations, je vous invite à aller sur notre plateforme, donc les médias, pour que tout le monde puisse se connecter. Le lien est interactif, ou de revenir vers nous. Et pour terminer, je vais passer la parole à mon collègue Faisal, donc du coup qui est basé au Canada, mais qui couvre les États-Unis. Et puis on a la chance en plus d'avoir le représentant d'Unistellar aujourd'hui, qui va répondre à vos questions, parce que finalement il n'y a rien de mieux qu'une entreprise qui parle aux autres entreprises. Faisal, est-ce que tu nous entends? Yes, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Parfait. Donc, Impec. bonjour à tous. À Merci toi. Max. Merci Virginie. Donc, très heureux d'être avec vous, notamment en visio. Je pense que j'ai cru apercevoir Céline de Deep Scouting au deuxième rang. Est-ce que c'est lui ou pas? Yes, c'est lui. Salut, salut. Donc, très heureux d'être avec vous. On va commencer dans un premier temps avec un entretien avec le cofondateur et le CEO de Unistellar. Parce que, comme l'a très bien rappelé Virginie, rien ne remplace notamment le Rex d'un entrepreneur qui a réussi et qui a abordé le marché américain. Après, je passerai notamment une dizaine de minutes max sur notamment les US en présentant et en faisant un focus sur la partie cyber, mais également la partie SaaS des boosters qu'a présenté Virginie. Donc, on va commencer. Je vais essayer de mettre ma caméra, mais je ne sais pas si ça va Voilà, également c'est ce que j'allais te dire. impacter. Je ne sais pas Ouais, si ce ça va serait pas impacter la mal. connexion en fait. Si, Yes, hi. super, on te voit bien. Ben, parfait, très bien. Donc, merci beaucoup, Laurent. Donc, Laurent Marfissi, comme j'ai dit, CEO et fondateur notamment d'Unistellar, une très belle boîte en fait qu'on avait accompagnée en 2018 sur le CES, qui est présent avec nous pour faire un Rex. Donc, je vais laisser dans un premier temps à Laurent de se présenter, de présenter sa belle boîte, et après on rentrera notamment dans l'échange en lui posant quelques questions, notamment sur la préparation pour le marché US, comment on construit sa team aux États-Unis, et notamment des questions très business qui vont vous intéresser, je pense, parce qu'il pourra notamment nous partager quelques anecdotes eventually sur le choc culturel qu'il a pu rencontrer avec ses équipes sur le marché états-unien. Donc Laurent, the floor is yours. Si tu peux notamment nous pitcher ta solution, ton produit et te présenter toi-même, s'il te plaît. Merci Faisal. Alors Laurent Marpizzi, je suis un des cofondateurs de Unistellar et acteur général. Chez Unistellar, on fait un produit B2C. On est le leader mondial des télescopes intelligents. Alors c'est à la fois facile parce qu'on a créé cette catégorie. En même temps, c'est un défi parce qu'ensuite il faut garder l'avance d'avoir été le premier à créer un nouveau produit avec des nouveaux usages. Et donc un télescope intelligent, c'est quoi? C'est un télescope qui est d'abord ultra puissant parce que un des grands problèmes de télescope classique, c'est qu'on voit pas grand-chose. On voit la Lune, on voit les principales planètes, mais au-delà de ça, quand on veut s'aventurer dans le grand univers et voir les centaines de galaxies, de nébuleuses, découvrir les mystères de ce cosmos qui fait rêver, eh ben, on ne peut rien voir dans un télescope classique. Et donc, on a développé un télescope qui est capable de voir. Et puis, un télescope intelligent, pour nous, c'est aussi un télescope qui est très simple à utiliser. Donc, intelligent au sens propre. Et qui va être capable de vous dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir ce soir-là, qui va être capable de s'orienter seul dans le ciel, de pointer seul sur des objets d'intérêt, et de vous donner des informations contextuelles sur ce que vous êtes en train d'observer, afin que cette observation du ciel, qui fait rêver beaucoup, mais pour lequel il faut une expertise particulière, il faut savoir se repérer dans le ciel, il faut savoir utiliser et manipuler un télescope normalement, bien pour que accéder à ce cosmos-là, ce soit de l'ordre du voyage, aussi simple qu'un voyage que l'on pourrait faire, ou une balade qu'on pourrait faire dans son quartier. Et puis enfin, un télescope intelligent, c'est un télescope qu'on peut utiliser là où on habite, et la plupart des consommateurs habitent en ville, donc on a développé des technologies qui permettent de réduire le problème de la pollution lumineuse. Et puis enfin, ce sont des télescopes connectés, pour les contrôler, on connecte son téléphone, on télécharge une app, on connecte son téléphone ou sa tablette au télescope. Et de ce fait-là, le télescope est connecté à Internet et ça permet tout un éventail d'applications à visée scientifique. En fait, vous pouvez, de façon très ludique, très simple, participer à des grands programmes de recherche avec la NASA, avec d'autres instituts de recherche, y compris en Europe. Et on a comme ça un papa avec sa fille qui participe à un grand programme de recherche de la NASA qui a eu son nom cité dans un article scientifique publié dans Nature. Enfin voilà, on a des
a des choses comme ça. On donne les clés de l'univers à des gens qui n'ont pas forcément les connaissances pour. Et on en fait à la fois un loisir agréable, partageable facilement, et aussi une aventure, si vous voulez, et si vous voulez aller plus loin et participer à l'aventure de la connaissance et découvrir des nouveaux faits scientifiques et être cité aux côtés de scientifiques professionnels. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Concrètement, ça prend la forme d'un produit électronique grand public. Notre gamme va de 2500 à 4500 euros. Et nous, on est allé aux États-Unis extrêmement tôt, en fait, dès le début, dès avant la fabrication du premier produit, puisqu'on a lancé une campagne Kickstarter pour nous lancer. Et pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce que, d'une part, les États-Unis, c'est le plus grand marché de l'électronique, grand public, hein, tous les géants de cette industrie essayent de se faire une place importante aux États-Unis, puisque les États-Unis aussi ont le pouvoir aussi, c'est un marché qui a aussi le pouvoir de faire les tendances ensuite sur les autres marchés. Et puis aussi, c'est un marché énorme, et qui est relativement proche des marchés européens, même si, attention, culturellement, il est très différent. Yes, j'arrive. Merci beaucoup pour notamment l'ensemble de ces insights et la présentation d'Unistellar. Donc là, vous avez commencé votre campagne avec un Kickstarter. Quand est-ce que vous avez créé votre société, notamment juridiquement, sur le marché états-unien? Quand est-ce que tu l'as ouvert, ta société, aux États-Unis? Donc on a créé une société, on a créé une corp, une société de distribution possédée en propre à 100%, Unistellar Corp, aux États-Unis, juste avant de commencer la commercialisation, donc juste avant le Kickstarter. Ok, juste avant. Ok. Et tu l'as créé dans le Delaware, comme toutes les entreprises tech? Oui. Ok. Oui, en fait, on a contacté un avocat pour ça, et il nous a dit c'est dans le Delaware, parce que c'est... Alors, les gens parlent de paradis fiscal, mais en fait, c'est juste un État qui n'a presque pas d'impôts, mais il y a les impôts fédéraux des États-Unis. Et en fait, le principal avantage du Delaware, c'est pas qu'il a une fiscalité très faible, c'est surtout que, comme il a une fiscalité très faible, il y a énormément de services très rapides pour créer son entreprise. En quelques jours, elle le crée. Yes. Et donc, là, toi, tu es dans le B2C, dans notamment produits hardware, donc tangibles, etc. C'est pas un software. On entend beaucoup les entrepreneurs français notamment parler de la Silicon Alley, New York. Ils disent que San Francisco, c'est mort. Comment est-ce que toi, avec ton équipe notamment, vous avez décidé notamment de choisir? Est-ce que quand vous vous êtes implanté, par exemple, aux États-Unis? Ça coupe un petit peu. J'ai pas bien compris ta question. Est-ce que tu peux couper ta caméra? No worries. C'est bon là? C'était saccadé. Là, c'est bon? Ouais. Ok, parfait. Concernant notamment l'implantation commerciale, là, vous avez ouvert votre statut juridique ou votre corp dans le Delaware. Mais comment est-ce que tu as choisi la cote, en fait? Pourquoi est-ce que vous avez décidé, par exemple, de venir à New York et pas à San Francisco? Bon, au début, comme on commençait, on a choisi ce qui était le plus pratique, donc le moins de décalage horaire et ce que nous conseillait l'avocat, en fait. Ok. Et donc, quand vous avez ouvert notamment votre société, tu as envoyé directement une personne depuis la France ou est-ce que tu as recruté quelqu'un en local? Comment ça s'est passé, notamment la structuration de ton équipe commerciale sur place? Alors, on a envoyé très tard une équipe commerciale aux États-Unis. Donc, en fait, on a fait notre Kickstarter en 2017. Ensuite, on a, à travers la Corp, on pouvait importer des produits facilement, parce que c'était notre distributeur local, importateur, distributeur. Et donc, on vendait à travers notre site e-commerce. Et pendant les premières années, c'était notre principal canal de commercialisation. Ensuite, il y avait, on avait pris contact avec les 2-3 plus gros
resellers, revendeurs, distributeurs américains de télescopes, et on dealait directement avec eux depuis la France. Après, ce qui nous a aussi permis de faire ça, c'est qu'on avait un associé qui était alors lui en Californie, ça complexifie un peu les choses, mais qui était d'origine française, mais qui habite aux États-Unis depuis 20 ans. Et donc, il y a le citizenship américain, et donc ça a facilité toute une série de démarches, en fait, pour certaines procédures administratives. Il faut avoir soit une résidence aux États-Unis, soit être citoyen américain, etc. Donc, le fait d'avoir cette personne-là sous la main, ça a simplifié pas mal de choses. Vous l'avez fait rentrer au capital après le Kickstarter ou il était déjà associé au départ? Il était associé un peu avant le Kickstarter. Donc, il y a ça, mais il y a des services qui existent si vous n'avez pas ça sous la main. Parce que finalement, c'est très ponctuel dans ses besoins très administratifs. Il y a une autre chose qu'on a faite avant donc, on n'avait pas d'équipe aux États-Unis, mais on a fait un déplacement au CES avant notre Kickstarter et on a fait un roadshow. On a fait plusieurs démonstrations de notre produit aux États-Unis quand même pour illustrer, faire parler notre produit. Et puis surtout, on a cherché très tôt à avoir un partenaire américain réputé qui pouvait attester, entre guillemets, de notre sérieux, de notre valeur. Parce qu'on a un problème, nous, en France, c'est qu'aux États-Unis, on est très réputé pour le vin, le champagne, le luxe, le fromage et la pâtisserie, mais on n'a pas du tout une réputation technologique, enfin, sauf chez les gens qui ont expérience industrielle dans un domaine où la France est réputée. Le consommateur, pour lui, la Chine est un pays beaucoup plus technologique que la France. Et donc, on avait ce défi, si on voulait se développer aux États-Unis, et c'est ce qu'on souhaitait, parce qu'en plus, c'est un pays early adopter, généralement, qui accueille favorablement les innovations. Donc, si on voulait rentrer aux États-Unis, il nous fallait trouver un partenaire qui atteste, avec lequel on pouvait bénéficier d'un saut d'acceptation américain. Et donc, on a cherché, l'opportunité qu'on avait, c'est qu'on avait une application scientifique en plus, qui pouvait donner encore plus de sérieux au produit. Et donc, c'est sur l'angle de l'application scientifique que j'ai cherché un partenaire, un centre de recherche américain, qui a beaucoup aimé notre projet, avec qui on travaille toujours d'ailleurs. Et donc, il y a ça qui est important si vous allez aux États-Unis et que vous êtes dans un domaine où la France n'est pas réputée parmi les consommateurs, donc en dehors de la gastronomie et du luxe. Eh bien, c'est pas mal d'avoir un partenaire. Alors, nous, on avait le partenaire recherche parce que voilà, l'astronomie. Après, ça peut être un partenaire, un distributeur, haut de gamme, si vous avez un produit haut de gamme, de luxe, si vous êtes un produit de luxe. C'était quel format le partenariat avec le laboratoire de recherche? Donc, en fait, le laboratoire de recherche, donc nous, on collecte les données que nos utilisateurs récupèrent sur la base du volontariat quand ils participent à une campagne de recherche. Notre partenaire scientifique exploite ces données et obtient des résultats et les publie. Donc, je coupe ma caméra pour poser une question. Donc, all good, vous m'entendez toujours? Parfait. Parfait. Donc là, tu es passé par un partenariat ou par un partenaire pour pénétrer le marché nord-américain, pour gagner du temps et avoir une go-to-market très rapide. Comment est-ce que ça a impacté notamment ton contenu marketing et notamment les process de vente? Est-ce que tu t'es adapté ou c'est le partenaire en fait qui t'en charge le tout en fait pour attaquer le marché US? Ou est-ce que ça a eu un impact également sur ton fonctionnement sur le marché français? Alors, non, on a tout fait, nous, le marketing, etc. Parce que notre partenaire américain, c'est juste un centre de recherche. Alors, eux aussi, ils font une marque, une réputation, etc. Et donc, il y a d'une certaine façon du marketing, mais on a fait un communiqué de presse conjoint, on a fait quelques actions de communication ensemble. Mais l'essentiel de la pub, du marketing,
La communication sur notre produit, c'était nous qui le faisions. Donc, on faisait ça depuis la France. On avait la chance d'avoir des compétences en anglais suffisantes pour drafter ces choses-là de façon compréhensible par un Américain. Et ensuite, ce qui est important dans le marketing, hein, ça doit toucher directement le plus rapidement possible, pour le grand public en tout cas, ça doit toucher le plus rapidement possible les émotions des gens. Donc, pour toucher efficacement les émotions, il faut vraiment parler la langue locale. Il faut avoir les références locales. Donc, nous, on faisait relire par un copywriter ou enfin un Américain qui a l'habitude de faire du marketing et qui améliorait nos phrases et nos tournures pour que ça passe. C'est pas très cher, surtout si vous arrivez à faire un premier jet qui n'a pas besoin d'être parfait, mais qui doit être compréhensible par un Américain. Ok, parfait. Pardon. Ah, attends, excuse-moi, il y a une question, c'est ça. Yes, yes, go ahead. Le partenaire, le centre de recherche là-bas, les gros distributeurs, à la fois comment vous les identifiez, comment vous êtes entré en contact avec eux Donc, avant de faire le Kickstarter, c'était assez dur parce qu'on vendait un projet. Donc, les distributeurs, on n'était pas encore allé les voir. Enfin, on avait contacté des grands fabricants de télescopes parce qu'on voulait faire un partenaire avec eux, mais on n'a pas eu de réponse. Donc, on est allé nous, différemment. Et la première question, c'était le centre de recherche. Alors, le centre de recherche, moi, j'ai appelé, j'ai regardé les gens qui étaient influents dans la science citoyenne. Ça existe depuis longtemps, on peut participer des gens qui ne sont pas professionnels mais qui sont intéressés à la science. En astronomie, il y a plein de résultats très très importants qui ont été obtenus par des collaborations comme ça. Donc j'ai regardé en fait, j'ai fait des recherches comme ça sur Internet autour de la science citoyenne, les personnes qui sont importantes dans ce domaine-là, etc. Et j'ai eu quelques contacts téléphoniques avec des gens, j'ai présenté notre projet, etc. Mais ce n'est pas comme ça que j'ai trouvé notre partenaire. Par contre, ça a préparé le terrain, parce que les gens avaient déjà entendu parler de nous. Et notre partenaire, on l'a rencontré par hasard, entre guillemets, au CES. Face-to-face, on a rencontré un des chercheurs qui est ensuite devenu notre associé, à qui on a décrit le projet. Comme on était en face-to-face et qu'il était français, il a trouvé le projet encore plus intéressant. Et il nous a aidé à le pitcher à son chef de son institut, qui a adoré le sujet, avec qui on a signé. Mais quand on a ensuite annoncé ce partenariat, tous les gens avec qui j'ai parlé, ils avaient déjà eu une première approche, ils se sont dit « Ah oui, c'est vraiment sérieux ce truc ». Et donc ça a aidé. Donc oui, il y a eu un peu de prospection comme ça, de premier contact, qui est toujours utile, même si on n'arrive pas tout de suite à la signature d'un partenariat. Et plus tard, ensuite, il y a des gens avec qui j'avais parlé qui sont devenus ensuite des partenaires de second rang. Donc eux, ils travaillent directement avec notre institut de recherche américain. Ça prend plusieurs mois. On a préparé le lancement Kickstarter, ça a pris à peu près 15 mois pour le réussir, et on a vraiment réussi. On a fait plus de 2 millions de dollars de télescope. C'était la plus grosse campagne française à l'époque. Mais voilà, il faut préparer. C'est pas juste appuyer sur un bouton et le préparer. Pour rebondir sur cette question aussi, en lien avec ce qu'on présentait tout à l'heure au début, pour se lancer sur un marché, donc là, qui avait été quand même bien pré-travaillé avec des contacts, avec la participation au CES, etc. Mais quand vous arrivez vraiment sur un marché où il n'y a rien, et César pourra peut-être un peu illustrer aussi tout à l'heure avec d'autres exemples, mais vous appuyez sur des équipes qui vont faire ce travail pour vous, d'identifier les partenaires potentiels selon des critères que vous allez vraiment déterminer et construire avec l'équipe. Qui vous cherchez à travailler sur place, ils seront aussi force de proposition là-dessus, mais vraiment définir ensemble quel est le partenaire idéal, quel est le partenaire type pour vous, et les équipes sur place, d'identifier ce type de contact, et prospecter pour vous, pitcher votre solution, et qualifier leur niveau d'intérêt pour ensuite vous organiser des rendez-vous avec ces partenaires. Et ça, Unistellar le fait aussi par l'intermédiaire de notre sales qui est basé à New York et en lien avec Sébastien qui, lui, les accompagne
sur tous les marchés ciblés où ils veulent voilà, se lancer, identifier des distributeurs, avec à chaque fois ce travail de voilà, on définit ensemble pour nous quel est le distributeur type. Business France fait ce travail en local d'identification et pitch du produit. Et ensuite, on monte les rendez-vous sur place ou en visio. Ça peut aussi se faire avec ses partenaires. Oui, voilà. Donc, en fait, ce qu'on fait chez Distellar, c'est que sur les pays qui sont faciles à comprendre, comme le UK, les États-Unis, la France, le Canada, on regarde les distributeurs. Souvent, c'est des gens qu'on connaît déjà, des grands distributeurs. On les contacte directement. Et des fois, le deal se fait comme ça. Et puis, ça, c'est la première étape. Ensuite, on va aller plus loin sur ce marché-là et on ne connaît pas tous les distributeurs. Donc là, on engage des gens comme Business France. Et puis, il y a des pays où vraiment on ne connaît rien. Donc là, on regarde un peu sur Internet, évidemment, avant. On essaie de 2-3 contacts. Mais là, ça peut devenir intéressant, d'autant plus intéressant d'avoir un partenaire local qui va pouvoir parachever le travail, aller plus loin dans la prise de contact. Pourquoi avoir créé la COP avant Kickstarter? Vous n'auriez pas pu vendre directement depuis la France Alors, à l'époque, maintenant, vous pouvez vendre depuis la France. Mais à l'époque où on l'a lancé, ce n'était pas encore possible. Il fallait avoir une corp localement. Il fallait avoir une boîte américaine. Quoi. Après, il y a d'autres avantages, parce que sur Kickstarter, vous apparaissez comme une boîte américaine, ce qui rassure les Américains. Les Américains ont peu confiance quand même en l'Europe. L'Angleterre, ça va, mais l'Allemagne peut-être aussi, mais l'Italie ou la France, ils n'ont pas hyper confiance. Ça évolue, ça a toujours été comme ça, et ça, est-ce que, à force de voir débarquer les boîtes comme vous, sérieuses, est-ce qu'on change ou c'est le pays le plus puissant du monde, donc déjà ils ont moins tendance que nous à essayer de voir ailleurs comment c'est, parce qu'il manque un peu de cette humilité-là. Donc dès qu'on sort des États-Unis, c'est un peu compliqué pour une grande partie des Américains. Quand on parle du consommateur, après dans le business, c'est un peu différent. Ils savent, ils vendent des produits européens, chinois. Sur les 20 dernières années, leur esprit avec la mondialisation, malgré tout, Internet. C'est probable, je ne sais pas. Mais on est surpris souvent par les obstacles. En fait. On avait eu des touches avec les investisseurs américains, et puis ensuite, quand ils ont rentré dans le dur, et qu'ils ont vu que c'était pas exactement le même droit, ça a fermé pas mal de portes. On n'a pas l'habitude de s'adapter à des marchés d'agriculture. C'est ça, parce que je vais en touriste, et 25 ans, je crois que ça a vachement évolué. Il y a 25 ans, on me demandait s'il y avait une CD, par exemple. Ah oui. Ouais. Est-ce que vous avez de la lumière dans le frigo? Non, mais c'est pas loin de ça, quoi. Du coup, maintenant. Vous l'avez, vous, les Français? Combien de fois par semaine? Exactement. Du mal à investir. Mais pour nous, ça fait 6 ans. Donc, en 6 ans, ça évolue pas tellement. J'ai vécu 15 ans à San Francisco, Palo Alto, etc. Et je n'ai pas vu changer sur l'image. Parce qu'on peut également les filles dans tout ça. Oui. Oui, c'est ça qui en fait change la réputation. Si s'il y avait une voiture française qui faisait un tabac aux USA, ça changerait notre image. Et en termes d'adaptation, du coup, vous êtes lancé directement sur le marché américain, ou vous avez dit je vous focalise d'abord sur le marché américain, on consomme le tabac et ensuite on va voir autre part? Alors, donc, pour le Kickstarter, on était un peu inconscient, donc on a fait le monde entier. Et puis ensuite, on a vu qu'il y avait des pays qu'on n'allait pas pouvoir livrer, donc on a remboursé déjà. Mais les choses sont bien faites. Les principaux marchés qui ont acheté sont aussi les principaux marchés accessibles.
Donc, nous, on avait beaucoup vendu aux États-Unis, en Europe, au Japon, hein, c'était plus de 90% de nos ventes. Et, donc ça, c'est pour le Kickstarter. Ensuite, quand on a commercialisé, on est resté sur ces pays-là, principalement. Il n'y a que plus tardivement, ça va faire deux ans que maintenant on est dans le Middle East, à travers des distributeurs. Voilà. Maintenant, on est parti en direct partout avec notre site. Et puis ensuite, on a vu que ça ne marchait pas. Donc, on s'est concentré sur les principaux marchés, USA, Europe, Japon avec notre site. Ensuite, tout le reste avec des distributeurs de Des distributeurs locaux à chaque fois, ou vous cherchez des distributeurs globaux qui vont pouvoir adresser différents marchés? C'est presque toujours des distributeurs locaux. Mais nous, c'est particulier, hein. C'est aussi un marché, c'est pas aussi grand que l'automobile, c'est plutôt une niche. Ça se vend pas sur Amazon. Si, on vend sur Amazon. Bien sûr, on va sur Amazon. C'est ça que vous vouliez dire par un distributeur mondial. Alors, nous, on n'est pas. Alors, on n'est pas prêt industriellement à être vendu intégralement par Amazon. C'est-à-dire, Amazon nous achète du stock et vend. Ils ont des contraintes sur les délais, sur pas mal de choses pour lesquelles on n'est pas encore prêt industriellement, logistiquement. Donc, on manage nos boutiques, ou des fois, c'est un distributeur qui a une boutique Amazon sur certains territoires, qui vend sur Amazon. Vous les faites fabriquer où? On les fait fabriquer à Shanghai. Complètement, oui, parce que, en fait, en tout cas, c'est notre expérience de l'optique, de l'électronique, de la mécanique, sur des séries moyennes comme nous, quelques dizaines de milliers de pièces. Ça n'existe pas en Europe. En Europe, soit on fait à l'unité pour le militaire, soit on fait de l'automobile, des millions d'exemplaires, mais il n'y a pas entre les deux. Alors qu'à Shanghai, dans un rayon de 20 km, il y a tout le tissu industriel qu'il faut pour fabriquer ça. Et en plus, tous les composants et les matières premières viennent de là. Des premiers protos, c'était déjà là-bas ou vous aviez commencé ici? Oui, en fait, on a eu la chance de rencontrer un industriel français qui contrôle les usines là-bas. On travaille en français, on fait les développements en français jusqu'au moment en France. Le moment où ça commence à devenir de la série, et là, ça passe. On va peut-être redonner la parole un instant à Faisal qui est connecté de loin. Et puis, on reprendra peut-être les échanges de manière informelle après, puisque nous, on est tous ici et on pourra parler avec Laurent ensuite. Moi, j'avais juste une question peut-être sur le marché US. Tu as dit que tu es passé par un partenaire. Pourquoi est-ce que tu as envoyé quelqu'un aujourd'hui, en fait? C'était dans quel but, en fait? Parce que tu as tout fait à distance pendant les 3 ou 4 premières années via le partenaire. Et aujourd'hui, tu as une personne à New York, c'est ça? Oui, donc on a envoyé notre commercial à New York. Et il y est depuis, ça va faire moins de 2 mois maintenant. Ok. Eh bien, parce que, en fait, on a mesuré un petit peu notre performance commerciale et on a comparé la France avec les différents pays et on a vu que notre pénétration de marché, elle était moitié, voire 3 fois moindre aux États-Unis qu'en France. Donc, le nombre de télescopes qu'on vend par million d'habitants est très inférieur. Même si en quantité, comme les États-Unis, c'est beaucoup plus gros, on vend beaucoup plus aux États-Unis. On fait à peu près 50% aux États-Unis et à peu près un peu plus de 15% en France, de notre chiffre d'affaires. Et donc, on s'est dit, donc il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, on n'est pas américain. Donc, notre marketing n'est probablement pas suffisamment bon. Et puis, surtout, on n'a pas de force commerciale sur place. Donc, pour traiter ça, on commence à envoyer un commercial là-bas qui soit sur place. Et puis, on va chercher à localiser encore plus le marketing. Et ce sera les prochaines étapes. C'est d'avoir des marketeurs, des gens qui sont capables de vraiment parler à l'inconscient américain mieux que ce que nous, on a pu faire jusque-là. Ok. Et aujourd'hui, en fait, ta stratégie, c'est de recruter également des sales américains
pour pouvoir notamment soutenir ton commercial que tu as envoyé depuis la France? On fait pas à pas, en fait, hein. Donc, Ok. on voit le commercial, il commence à travailler, il voit quels sont les besoins, et puis petit à petit, quoi. Ok, no worries. Et notamment avec le sales qui est parti de France, quel était notamment, je sais pas, est-ce qu'il y a eu un choc culturel en fait quand il a parlé avec les distributeurs ou avec notamment les stakeholders de l'écosystème aux US? Est-ce qu'il t'a raconté notamment en fait le choc culturel qu'il a pu avoir notamment depuis 2, 3 mois en fait depuis qu'il est aux États-Unis? Est-ce que c'est différent Euh, par rapport à la France? Pas du tout, c'est la même chose en fait. alors, non, il m'a pas dit ça. Enfin, on sait on sait, hein, on en parle souvent dans la boîte, hein. Les Américains sont différents. C'est difficile de travailler avec eux, quoi. Ils sont un peu plus hypocrites, c'est un peu plus. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'ils n'arrivent pas à dire. Ils disent souvent que tout va bien, alors qu'en fait, ça va pas. Enfin, voilà. C'est très différent, par exemple, des Japonais qui vont être très, très polis, mettre toutes les formes, etc., mais qui vont dire quand ça va pas. Beaucoup plus facile de travailler avec des Japonais qu'avec des Américains sur cet angle. Donc oui, il y a des. Ça fait longtemps qu'on travaille déjà avec les États-Unis, donc il n'y a pas vraiment eu de choc Ok, grâce à ça, grâce au ok, fait que ça fait un moment qu'on est en contact avec eux. ok. Et donc là, juste par exemple, vu ton expérience notamment de 6 ans maintenant sur le marché américain, tu fais pas mal d'affaires avec des partenaires, des stakeholders. Si jamais voilà, tu avais un conseil à donner aujourd'hui aux entreprises qui veulent scaler leur activité, qui veulent ouvrir leur activité sur le marché américain, est-ce que tu penses que des références européennes, ça aide à pénétrer le marché américain ou pas du tout? Voilà, notre expérience, c'est que non. En tout cas, des références françaises pour de l'électronique grand public, ça aide pas beaucoup. Ok. Euh, Par contre, j'imagine que si vous avez des références allemandes sur un produit automobile, ça doit marcher. Mais Non, mais vraiment, c'est ce enfin, que je dis. vraiment, Ok. pour répondre à cette question, il faut vraiment regarder quels sont les clichés, les stéréotypes américains sur les pays et les industries sur lesquels vous travaillez. Et vraiment, vous avez la réponse directement, quoi. Est-ce que ça va marcher ou est-ce que vous allez ramer pour entrer sur ce marché-là? Et si vous voyez que vous allez ramer, c'est pas très compliqué, hein. Il faut se concentrer sur un partenaire clé que vous essayez de draguer, séduire et commencer à travailler avec lui. Et puis ensuite, ensemble, vous abordez le marché américain. Mhm. En fait, c'est ce qu'on dit souvent, nous, aux entreprises qui font du software, pas du hardware, en fait. C'est que les références françaises, en fait, ne sont pas très valides aux États-Unis. Par contre, les références anglo-saxonnes, canadiennes, sont beaucoup plus acceptées, en fait, sur le marché US parce que les Américains se disent un peu confortés ou trustent beaucoup plus, en fait, les entreprises qui travaillent d'ores et déjà avec des anglo-saxons, notamment dans le software. Parce qu'ils pensent que voilà, l'entreprise française en question sait adapter son matériel marketing, sait vendre à des anglo-saxons, donc parle cette langue de manière professionnelle et compréhensible. Donc, c'est beaucoup plus facile en fait pour un Américain de lui faire confiance. Et c'est vrai qu'on a pas mal de boîtes françaises dans le software qui ont levé 15 à 20 millions, qui ont, allez, 200, 300 références, notamment en France, qui pensent que le marché américain, c'est très facile en fait d'accès, qui viennent sur le marché américain, brûlent 1 million la première année et en fait, ils ont rien. Parce que les Américains, voilà, les process de vente, les cycles de vente sont très complexes par rapport à ce qu'on peut voir notamment en France. Et donc, je pense que c'est très. Pierre, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est vraiment trouver votre niche, trouver notamment là où vous pouvez faire la différence et voilà, aller sur les stéréotypes, en fait, où vous pensez que voilà, vous êtes dans une entreprise automobile. Si vous avez Benz, BMW, Volkswagen, ben, ça va parler aux États-Unis. Par contre, Renault, Peugeot, ça parle pas. Non. C'est une Non, dure réalité, mais il faut l'accepter. c'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression de les comprendre parce qu'on voit toujours leur contenu culturel, leurs films, leurs séries, etc. Mais eux, ils ne comprennent pas. Et puis même nous, on ne les comprend pas tant que ça. Par exemple, En stéréotype. Ouais. Comme nous, les Français, beaucoup de Français, on a des relations stéréotypées des Américains, Oui. leur chapeau, etc. Moi, je dis jamais. Au Texas, ils sont comme ça. Dans le Midwest. Mais en Californie, non. Non, en Californie, c'est pas. Mais même par exemple, en finance, les banques, etc., les prêteurs d'argent, etc.,
Ils ont des process beaucoup plus rigoureux qu'en France, c'est beaucoup plus administratif. Les Américains sont très processés dans la façon dont ils fonctionnent, leurs boîtes sont comme ça. Voilà, ça peut presque tenir tout seul sans employés, qu'on peut remplacer les employés comme des pièces sur un échiquier, c'est interchangeable parce que tout est très processé. Et par contre, le problème, c'est que quand on est client avec ces gens-là, des fois, c'est difficile de rentrer dans leur case parce que nous, on est français. Alors, comment on rentre telle ligne de comptable dans leur dossier, ça rentre pas bien. Voilà. Donc, il y a pas mal de petits obstacles. Enfin, il faut vraiment l'aborder comme un pays étranger sur lequel on a la chance de comprendre un peu ce qu'ils racontent, quoi, la langue, etc. Mais par contre, il ne faut pas se laisser avoir par le fait qu'on comprend ce qu'ils disent, parce qu'on ne comprend pas vraiment tout le fond et comment ça fonctionne. Donc, il faut vraiment l'aborder comme un pays étranger. En effet, je pense que sur la partie process, tu as tout à fait raison. Encore une fois de plus, en fait, je pense qu'en France, on a un directeur sales qui va faire 3-4 tâches, alors qu'aux États-Unis, chaque personne a une tâche spécifique. On peut passer du BDR, SDR, Account Executive et VP Sales. Et toutes ces personnes sont très spécialisées. Ils vont pas faire, en fait, la tâche si ça sort notamment de leur scope d'intervention. Et c'est pour ça que les équipes sales aux États-Unis, en fait, vous avez peut-être 30 personnes, 30 sales, alors qu'en France, en fait, la même tâche, en fait, qui est réalisée par 30 personnes aux États-Unis est réalisée par 10 personnes en France, en fait. Parce que tout est très processé. Ils ont des playbooks sales. Et en fait, si on leur demande de sortir de ce scope, ils vont dire, je ne sais pas le faire, en fait. Parce que moi, je suis là pour faire que du phoning. Et quand j'ai un rendez-vous, je le passe à account exécutif. Et après, c'est le VP Sales qui va signer le deal et qui va closer le deal. Donc, chaque tâche est très processée. Et quand vous allez dans un restaurant, je pense que vous l'avez vu, notamment aux États-Unis, les personnes qui sont là depuis, qui ont visité les États-Unis, vous avez une personne qui vous accueille dans un restaurant, qui va vous mettre à table, qui va ramener l'eau. Et à la fin, vous avez un autre serveur qui va vous prendre la commande. Et donc, tout est vraiment très processé dans tous les secteurs, en fait. Et ça, c'est vraiment très américain. Ils sont très spécialisés, en fait, par rapport à nous, Français, en fait, qui sont des couteaux suisses. Et ça, c'est vrai. Par contre, l'avantage qu'ils ont, c'est que grâce à tous ces playbooks, comme tu dis, cette super structuration, c'est qu'ils sont capables de scaler extrêmement vite leur boîte. Enfin, sur ça, ils sont imbattables. C'est qu'ils appliquent des schémas et c'est des machines à scaler, quoi. Si vous avez un modèle qui est scalable, il n'y a pas de problème. La route est faite, vous mettez de l'argent et à la fin, vous passez de 10 millions à 100 millions, puis à 1 milliard. Et puis... C'est peut-être de l'échelle de ce marché-là qui les a forcés à apprendre à scaler comme ça, mais sur ça, ils sont beaucoup plus forts. Yes. Parfois, peut-être une dernière question avant que je passe notamment au slide et qu'on laisse peut-être après Laurent prendre peut-être un petit verre d'eau parce qu'il a pas mal parlé, je pense qu'il doit avoir soif. C'est concernant notamment la stratégie pour 2024, notamment le next step pour vous, Unistellar. C'est quoi? C'est une participation au CES? Quels sont notamment les plans pour 2024 pour Unistellar sur le marché états-unien? Oui, donc nous, on va aller au CES. On va au CES tous les ans maintenant. C'est une bonne façon de faire de la com sur nos produits, d'avoir une couverture médiatique de la presse et puis aussi de rencontrer des clients, éditeurs, revendeurs. Et puis, comme je disais, donc il y a ce potentiel les États-Unis ont un pouvoir d'achat supérieur à la France et même supérieur à n'importe quel pays européen, sauf la Suisse et la Norvège. Donc, il y a un potentiel de développement de ce marché-là énorme par rapport à ce qu'on est en train de faire maintenant, notamment vu les chiffres de pénétration de marché qu'on va regarder. Et donc, on va essayer d'améliorer notre marketing, on va essayer d'améliorer ça, d'atteindre notre plein potentiel. Donc, ça va être ça, les focus sur les USA. Donc, on a un sales qui est sur place et petit à petit, on va certainement étoffer avec personnes en marketing qui soient de culture américaine. Qu'est-ce que vous faites pour préparer le CES justement en amont? C'est quoi la stratégie en termes de presse, par exemple? Comment vous préparez? Alors, nous, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a des agences de presse. Et le CES, c'est un événement mondial. Donc, on pitch nos lancements CES, nos annonces CES
à ces agences-là, donc France, Allemagne, UK et USA. En avant, on a des mêmes interviews en amont. Et puis ensuite, quand on est sur place, ben, souvent on a une personne de l'agence américaine qui est avec nous qui rabat des journalistes sur les événements en presse. Comme ça, on a la préparation du CES, la pré-chauffe avec tous les journalistes qu'on connaît déjà, plus certains qui sont en train de préparer leur CES. Puis ensuite, on a les opportunités, les rencontres CES pendant les événements. Donc, on a les deux leviers qui permettent de réussir ce CES. Yes. Et cette année, notamment, je pense que vous le savez tous, mais le pavillon French Tech sera composé de 150 entreprises qu'on va accompagner. Donc, et là, on commence, nous, l'équipe notamment Business France, basée aux États-Unis, on commence déjà à sensibiliser les grands comptes, notamment américains, pour venir rencontrer notre délégation. Et Laurent a tout à fait raison. Je pense que le CES, c'est vraiment pour faire du buzz, hein. Donc, ça soit même au sein de l'écosystème français, parce que vous allez avoir tous les médias français en fait qui seront présents, qui vont couvrir l'événement. Donc, si jamais vous avez un produit, une solution vraiment qui sort du lot, c'est l'occasion pour vous vraiment de commencer à préparer sur LinkedIn votre présence, votre arrivée sur le marché, sur le salon, et après aller chercher des journalistes pour qu'on puisse avoir des articles, des petites mentions dans TechCrunch, dans Madines, Usine Digitale, La Tribune, Les Échos, Le Monde, tout le monde sera présent. Il faut vraiment profiter de cette plateforme pour pouvoir notamment faire même du buzz au sein de l'écosystème français et dans les médias français. Parce que ça coûte très cher et le CES, en fait, c'est la plateforme où vous pouvez avoir accès à ces journalistes pour des prix très accessibles ou même gratuitement, autour d'un verre, d'une soirée, autour de la table, notamment sur le blackjack. C'est l'occasion, en fait. Il ne faut pas hésiter. Parfait. Ben, merci beaucoup, Laurent, pour ton intervention. Merci beaucoup. Je pense que ça a donné pas mal d'éléments et d'insights à l'ensemble des entrepreneurs et des entreprises qui sont dans la salle. Après, je pense que vous allez avoir l'occasion notamment de pouvoir échanger, de poser toutes les questions que vous voulez, notamment à Laurent. Mais là, on peut lui faire un big round of applause quand même à Laurent parce qu'il a pris du temps. Donc, merci Laurent. C'est vraiment sympa. Et j'espère que voilà, Business France sera à tes côtés, non seulement sur le marché international, mais également sur le marché US. Donc, on sera ravis de voir notamment rencontrer ton sales et de voir dans quelle mesure ce qu'on peut l'aider également pour scaler et avoir encore un peu plus de partenaires et faire beaucoup plus de chiffres sur le marché états-unien. Donc, merci encore, Laurent, pour ton intervention. C'est vraiment sympa. Merci. Avec plaisir. Merci. Parfait. Donc, là, je vais essayer de passer quelques slides. Ça va être très rapide, hein, mais je vais essayer de le passer. Dites-moi après si vous voyez mon écran. All good, vous voyez mon écran grand? Oui. Parfait. Ah bah, j'ai entendu un oui. Voilà, parfait. C'est bon, tu C'est peux bon? y aller. Ok, donc je pense qu'il y a un décalage. Donc là, l'objectif, en fait, c'est de ne pas faire une présentation très longue parce que je pense que vous avez tous envie de parler avec Laurent. Il lui pose encore quelques questions. Mais le marché nord-américain dans l'ensemble, surtout le marché US pour le coup, voilà. Quelques données économiques, vous pouvez voir notamment les hubs qui sont vraiment mises en avant, notamment sur cette carte. LA, Californie, San Francisco, notamment la partie tech, la Silicon Valley, mais également la partie new-yorkaise, la partie East Coast, New York. Vous avez également d'autres villes, d'autres régions qui montent en puissance, notamment avec Miami, avec Austin, notamment Boston également pour tout ce qui est pharma. Donc, si vous êtes une entreprise, par exemple, dans tout ce qui est pharma, ça sera Boston. Si vous êtes dans la défense, ça sera San Francisco, la côte ouest. Si vous êtes tout ce qui est fintech, retail tech, adtech, martech, ça sera beaucoup plus la côte est, notamment avec New York. Donc après, je ne vais pas rentrer notamment dans le détail des chiffres, vous allez avoir la présentation, mais oui, c'est l'Eldorado pour toutes les entreprises tech et on dit souvent, si vous arrivez à scaler votre activité et à avoir des clients aux États-Unis, vous pouvez avoir des clients partout dans le monde parce que notamment les process en sales, en marketing sont universels que vous pouvez appliquer partout sur les marchés internationaux. Quelques tips, notamment pour aborder le marché US ou pour faire vos premiers rendez-vous, notamment si vous participez au salon CES, NRF, et même si vous rencontrez des Américains sur des salons en France, par exemple, il faut laisser tomber le pitch et raconter une histoire. C'est vraiment ça le storytelling. C'est pas vous le héros de votre histoire, c'est l'entreprise. C'est vraiment l'interlocuteur américain en fait à qui vous allez venir en tant que sauveur, en fait. Il faut savoir que les Américains, ils sont très dans ce scénario Hollywood où il y a un héros qui rencontre un problème, il rencontre quelqu'un qui va notamment l'aider, qui va le sauver, et à la fin,
tout le monde est content. Donc là, le héros en question, c'est votre client. C'est l'interlocuteur en question. C'est pas vous, c'est pas votre entreprise, c'est pas votre produit. Cette personne, en fait, a un pain point. Et le pain point, en fait, auquel vous allez répondre, notamment avec votre solution, avec votre produit. C'est l'arme secrète. Donc, c'est là où vous allez rentrer, notamment dans le storytelling avec des KPIs, parce que l'Américain, il en a rien à faire de vos features technologiques, des techniques, pardon. C'est vraiment plus les KPIs, le retour sur investissement. Pourquoi est-ce que moi, je viendrais notamment acheter ta solution ou ton produit? En quoi est-ce que ça va m'aider notamment à économiser, par exemple, un peu d'argent, à réduire mes effectifs, par exemple, et être beaucoup plus efficace? Et à la fin, quels sont les avantages en adoptant ma solution, mon produit? Il faut vraiment que vous lui montrez en fait à quoi peut ressembler le succès après avoir adapté et après avoir acheté votre produit. Il faut donc exploiter le FOMO, comme on dit, the fear of missing out. Si jamais tu ne prends pas aujourd'hui ma solution ou si jamais tu rentres pas en partenariat avec moi aujourd'hui, tu peux perdre une opportunité, en fait, life opportunity pour toi. Donc, c'est vraiment faire du storytelling. Et je pense que la plupart qui sont dans la salle le savent. Les Américains sont vraiment friands de ça. Donc, il faut vraiment vous entraîner à être très concis, précis, mais raconter une histoire parce que voilà, le storytelling, c'est ce qui marche aujourd'hui, maintenant dans le domaine et dans le monde des startups. Même en France, on le vend beaucoup plus aujourd'hui. On met beaucoup plus l'accent sur les KPIs, les ROI, notamment pour l'interlocuteur. Et on arrête maintenant de mentionner de moins en moins les features techniques, en fait. Bien entendu, les features techniques, vous pouvez les aborder au deuxième, troisième ou quatrième rendez-vous. Mais au premier rendez-vous, au Discovery Call, ça, c'est pas la peine en fait de rentrer trop dans le détail des features techniques. Les rendez-vous en Amérique du Nord, voilà quelques tips. Voilà, il faut vraiment prendre les rendez-vous en Amérique du Nord. En fait, vous êtes un docteur et vous n'allez pas prescrire en fait quelque chose si jamais vous ne savez pas en fait quelle est la maladie. Donc c'est pareil pour les rendez-vous. Vous n'allez pas pitcher votre solution si vous ne savez pas en fait quel est le pain point de l'entreprise ou de l'interlocuteur. Donc c'est pour ça qu'il faut poser des questions et écouter votre interlocuteur américain ou peu importe l'interlocuteur français, etc. Je pense que ça, c'est très important pour vous. Posez des questions, en apprendre un maximum sur l'interlocuteur, identifier le besoin et après adapter votre pitch. Parce que l'interlocuteur en question n'a pas besoin de comprendre et n'a pas besoin de toutes les solutions en fait de votre produit. Il a juste, par exemple, besoin d'une feature technologique que vous pouvez apporter. Donc, il faut vraiment adapter votre solution en fonction des pain points que vous avez identifiés pendant cette phase de questions-réponses. Et ce qu'on dit en fait souvent ici, notamment dans les équipes, c'est qu'un rendez-vous aux États-Unis, c'est 30 minutes max, notamment dans le parti software, etc., le premier rendez-vous. Et les 15 premières minutes doivent vraiment être consacrées à l'identification de besoins, poser des questions, comprendre. Et après, les 15 dernières minutes, en fait, c'est là où vous allez adapter votre pitch, vous allez proposer des next steps. Et bien entendu, comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Donc, il faut vraiment vous entraîner à respecter l'agenda en fait, du rendez-vous en question. Et bien entendu, il faut jamais, jamais, jamais oublier le call to action à la fin. Par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un sur un salon, imaginons une CES, c'est le directeur, par exemple, commercial, mais vous, votre buyer persona, c'est le directeur produit d'une entreprise. À la fin, c'est très important en fait de dire bah ça c'est le next step, je t'envoie un mail et ça serait vraiment cool en fait que tu te mettes en relation avec le directeur produit comme on en a discuté, faire un mail de follow-up dans l'heure ou dans les 24 heures qui suivent pour vraiment énumérer les next steps dont vous avez parlé sur le salon ou à l'occasion d'un after work ou d'un cocktail. C'est très important de faire un follow-up, sinon vous allez oublier, vous allez passer pour quelqu'un en fait qui ne connaît pas les codes, les huiles et coutumes notamment aux États-Unis. Ça c'est super important. Après, tout n'est pas dans le contenu, il y a également le ton, le regard, le langage corporel et comme je l'ai dit, le call to action. Quelque chose que vous devez savoir, l'accent français, en fait, n'est pas mal vu. C'est même très sexy, entre guillemets, pour les Américains. Mais par contre, il faut vraiment que votre anglais, votre pitch soit parfait, en fait. On peut faire, notamment, on peut avoir un accent, mais il ne faut pas faire de faute, en fait. C'est pour ça qu'en termes de syntaxe, en termes de grammaire, il faut que tout soit chiadé pour que vous, comme vous allez parler, vous présenter votre solution, mais que ça soit très professionnel, malgré votre accent français, qui sera très, très, très apprécié par votre interlocuteur américain. Ah voilà, follow-up après le salon, j'en ai un peu parlé. C'est très important, donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vraiment faire des follow-up après une réunion visio, après une rencontre sur un salon, cocktail. C'est très, très important pour vraiment booster votre réseau et aller ajouter cette personne-là sur LinkedIn pour notamment garder le contact. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez booster votre réseau sur le marché américain.
et même canadiens pour le coup. Là, je vais rentrer après directement sur les boosters dont on a parlé un petit peu. Virginie les a présentés un petit peu. Donc, les boosters en Amérique du Nord, il faut savoir qu'on a le programme Saslander. Puis voilà, ce qui est un booster pour vraiment les entreprises du SaaS qui veulent scaler sur le marché américain. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais vous envoyer la plaquette après. Mais c'est un programme en fait qui a à peu près 10 ans, on l'a rebrandé un petit peu. Ça s'appelait UBIO. On l'a lancé en 2014. On l'a nommé Impact en 2017, 2018. Et là, on l'a rebrandé en SaaSlander en 2020. C'est un programme en fait qui a pu accompagner et soutenir des entreprises comme Miracle et BTC, des Bootify, des Akeneo, des Infinite par exemple, des Vade Secure, même Gyroptic à l'époque en 2016, on l'avait accompagné, notamment la caméra 360 degrés. Donc c'est un programme de 9 mois, comme l'a très bien rappelé Virginie, et l'objectif principal pour nous, c'est de vraiment donner les clés du marché pour les entreprises qui veulent scaler leur activité sur le marché états-unien, avec énormément de coaching, du mentoring et notamment 2 campagnes de prospection commerciale pour tester l'attraction commerciale de votre solution, de votre produit sur le marché américain. C'est un programme, bien entendu, qui est assez select parce qu'il y a un jury qui va analyser les dossiers, qui va analyser le potentiel, notamment de la solution SaaS sur le marché américain. Et à cette occasion-là, vous allez avoir des mentors et des speakers, notamment venant des grands GAFAM, mais également des belles boîtes comme Stripe, des belles boîtes françaises qui ont réussi notamment leur aventure américaine à l'instar de Datadog, qui sont américains fondés par des Français, des Snowflake, des Content Square ou des Akeneo qui viennent raconter leur expérience, comme l'a fait aujourd'hui par exemple Laurent, mais autour notamment des thématiques très précises, à savoir le marketing par exemple, le sales, le HR, le fundraising, comment ça se passe aux États-Unis. Donc, ce n'est pas des consultants qui interviennent, c'est vraiment des top execs, des C-level américains et français qui prennent de leur temps pour venir partager leur expérience avec notamment notre cohorte qui sera sélectionnée d'ici fin février 2014. Vous avez les dates également. Et si jamais il y a des personnes dans la salle qui sont intéressées pour connaître un peu plus, notamment et faire un deep dive sur le programme, je serais ravi notamment de faire un call la semaine prochaine, par exemple, pour vraiment rentrer dans le détail de ce programme-là. Et dans la même lignée, on a la partie cyber, qui est quasiment la même chose, mais pour les entreprises très cyber. Il y a une partie notamment coaching, mentoring online au mois de mars. Et l'équipe notamment charge du programme sera au FIC, aux Assises de Lille, au FIC de Lille pour pouvoir lancer le bootcamp. L'objectif principal, en fait, de ce programme très spécifique, vraiment dédié au cyber, c'est qu'il y aura des masterclass à Boston, à Toronto et à Montréal sur tout ce qui est compliance, réglementaire, comment ça se passe sur le marché de la cyber, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et il y a une visibilité sur 2 grands salons, notamment en Amérique du Nord, pour permettre à nos entreprises d'avoir de la visibilité et de gagner en autorité, en fait, pour faire parler d'elles avant de venir ouvrir leur structure juridique et de commencer notamment à recruter du monde pour pouvoir notamment développer leur activité. Donc, le programme cyber, c'est la première édition en 2024, mais c'est un programme qu'on a mis en place parce qu'on a de très belles boîtes cyber en France qui veulent scaler leur activité sur le marché états-unien. Et ce programme cyber de 9 mois aidera nos entreprises, encore une fois de plus, à avoir tous les éléments, toutes les cartes en main et à tester leur traction auprès des acteurs, auprès des ciseaux, notamment de McAfee, T-Mobile, Verizon, des Desjardins, des Manulife, pour vraiment voir si leur solution est prête et si jamais il y a des ajustements à apporter en fait pour pénétrer ce marché, notamment de la cyber qui a vraiment le vent en poupe partout dans le monde, avec notamment tout ce qui se passe et le contexte actuel. Donc également là, la deadline pour les candidatures c'est le 31 janvier 2024. L'objectif, c'est de recruter 8 belles boîtes cyber qui sont en série A, comme la partie SaaS. Les entreprises en fait qu'on souhaite accompagner, c'est des entreprises qui ont déjà un product market fit, qui ont déjà des références, qui ont déjà un business model qui va obviously changer parce qu'on est une startup et c'est en constante évolution le business model et notamment le PMF. Mais l'objectif en fait, c'est vraiment d'accompagner des belles entreprises pour pouvoir notamment leur ouvrir des portes auprès des grands acteurs US et canadiens. Bien entendu, comme l'avait rappelé Virginie, que ce soit pour le programme SaaS ou le programme cyber, l'État subventionne très fortement, de manière très substantielle. Et c'est pour ça qu'un programme en fait, qui coûte aux alentours de 25 à 30 000 euros est proposé à 12 000 euros en tarif Early Bird pour les entreprises qui sont intéressées pour vraiment favoriser l'internationalisation de nos sociétés, qui est vraiment la mission principale de Business France dans le monde. Voilà quelques alumni.
notamment de nos programmes, notamment Saslander, des Miracles, comme je l'avais dit, et BTC, etc. Donc voilà, ça c'était pour moi. Voilà, je suis Faisal, donc je suis basé à Toronto, mais je dirige l'équipe tech en Amérique du Nord depuis maintenant 4 ans. Et ça fait plus de 13 ans que je suis Business France. Et juste pour terminer notamment sur ce que disait Laurent sur la partie différence culturelle, je mets toujours en avant ce concept d'interculturalité parce que voilà, c'est le concept des pêches et des noix de coco. C'est un concept que je trouve moi personnellement très rigolo parce que voilà, les Frenchies, comme vous pouvez le voir, sont présentés par une noix de coco qui est une coque assez rigide et dure de l'intérieur, mais assez jutée et sucrée. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, en termes de relations sociales? C'est que les Français sont assez formels et réservés, vont partager le moins d'infos possible dès la première interaction. Mais une fois qu'on a ouvert, ils seront beaucoup plus amicaux. Ils seront beaucoup plus, notamment, ils rentreront beaucoup plus dans des histoires perso. Par contre, l'Américain, comme vous pouvez le voir, est représenté par une pêche. C'est-à-dire qu'ils sont très soft à l'extérieur. Ils vont dire amazing, wow, comme l'a très dit Laurent, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'ils n'en pensent pas moins. Par contre, une fois que on a essayé de faire le premier call, on constate qu'ils sont vraiment très durs dans les relations professionnelles et que c'est pas aussi simple que ça en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment lire entre les lignes quand vous parlez avec des Américains, notamment pendant les salons, les premiers rendez-vous. C'est pas parce qu'ils étaient souriants, c'est pas parce qu'ils étaient très avenants qu'ils vont vous signer un deal ou qu'ils vont vous proposer un deuxième ou un troisième rendez-vous. Donc c'est pour ça que nous Français, on imagine que les Américains sont très faux, hypocrites et superficiels, mais c'est des Américains. Ils sont comme ça, c'est leur nature. Donc c'est pour ça que ce concept-là, il faut vraiment l'avoir en tête quand vous parlez avec des Américains pour ne pas avoir de la frustration, ne pas avoir de déception, notamment après un premier rendez-vous, parce que moi j'ai beaucoup d'entreprises françaises qui me disent ah le rendez-vous s'est très bien passé. Ils ont écouté, ils m'ont posé une ou deux questions, ils étaient souriants, et à la fin ils m'ont dit qu'on va te faire un récap, il n'y a pas de souci, je vais te mettre en relation. Et après ils me ghostent, il n'y a plus rien. Ben, quand j'appelle RAS. Donc il faut vraiment savoir lire entre les lignes pour pas, notamment encore une fois de plus, avoir de déception quand vous parlez, quand vous allez interagir avec des prospects ou des clients américains. Donc voilà pour moi. Je ne sais pas s'il y avait des questions, mais c'est ce que je voulais présenter. Mais voilà, la star pour nous aujourd'hui, c'était Laurent. Et j'espère que voilà, l'intervention de Laurent vous a vraiment fait un effet sympa pour dire que les États-Unis, c'est difficile, certes, mais le jour on voit la chandelle. Parce qu'une fois que vous avez réussi aux États-Unis, comme je l'ai dit, vous pouvez réussir partout dans le monde. Donc voilà. Donc si jamais vous avez des questions, c'est le moment, mais vous pouvez également m'écrire directement, notamment. Et moi, je serais ravi notamment de pouvoir répondre à ces questions-là et de prendre notamment 30 ou 40 minutes la semaine prochaine pour écouter votre projet, vous challenger un petit peu et voir votre roadmap US. Merci beaucoup, Faisal, pour cette intervention. N'hésitez pas si vous avez des questions maintenant. On sera évidemment là ensuite. Questions que vous viennent plus tard. Mais n'hésitez pas, tant qu'on a encore Faisal quelques minutes, si vous avez des questions sur le marché américain. J'ai une question si ça ne se dessine. Ah oui, on vous entend. Oui, je voulais savoir. Oui, bonjour Faisal, merci pour cette présentation. Je voulais savoir, concernant le marché plutôt méditerranéen, est-ce que Business France est aussi on va dire qualifié pour ce marché-là? Comment est-ce que c'est en ce moment avec la conjoncture, etc. Je laisserai répondre peut-être Maxime et Virginie, mais avant, il faut savoir que comme ils l'ont dit pendant leur propos introductifs, on est présent dans plus de 70 pays. Donc, on a une équipe de 1500 collaborateurs dans le monde entier, en fait, constituée des équipes locales qui connaissent très bien les écosystèmes locaux. Donc, ce qu'on fait aux États-Unis, notamment avec mon équipe, on est une équipe de 12 personnes en charge, du secteur de la tech. Bon, on le fait sur toutes les zones et tous les pays. Donc, je pense que même pour la Méditerranée, on a des équipes sur place, on a des partenaires, notamment locaux, qui aident les entreprises françaises à aller notamment pénétrer un marché, à comprendre un marché et à avoir une bonne prise en main en fait, de ce marché-là et de leur code et des us et des coutumes. Donc, je ne pourrais pas dire notamment le nom de la personne en question qui est en charge notamment de ce sujet ou de cette zone, mais ce que nous, on fait aux États-Unis, on le fait partout dans le monde, à savoir qu'on est sur tous les secteurs et on a des équipes dédiées, des experts en conseil, trade advisors, des directeurs, des managers en fait, qui connaissent très bien la zone et qui aident les entreprises
françaises dans tous les secteurs, voilà, à pouvoir développer leur activité. Donc, on peut t'accompagner sans aucun problème sur la partie Méditerranée. Mais après, je laisserai Maxime, notamment Yvergène, réagir si jamais, voilà, ils ont des compléments d'information. Oui, bon, on va pas repartir là-dessus parce qu'on est sur les États-Unis, mais bien sûr, revenez vers nous. Il y a évidemment du monde. Alors, je sais pas, Méditerranée, c'est très large, mais on a des pays sur le pourtour Méditerranée qui sont couverts et tous les marchés sont accessibles avec Business France, à part des marchés très complexes ou très difficiles. Le mieux, je sais pas où vous êtes basé, mais c'est de vous rapprocher de la personne qui est votre conseiller en région. Très bien, merci. Pas d'autres questions? Les personnes en visio peuvent intervenir, hein. N'hésitez pas à mettre votre caméra. On vous a sur le grand écran. C'est sympa de pouvoir vous voir aussi si vous parlez. Je crois qu'il n'y a pas assez de réseau pour ça. C'est Non, utile. uniquement quand tu parles, quoi. Mais je sais pas. Je crois qu'ils l'ont activé, mais qu'on ne les voit pas parce que Ah, pas de d'accord. réseau. D'accord. Voilà. Dans la salle, pas de questions particulières. Ça peut être aussi une question sur Business France en général, hein. On est aussi là, donc on peut répondre avec Maxime et l'équipe. Bon. Non, c'est bon, c'était clair. Super. Super. Bon, ben, merci beaucoup, Faisal, pour ta présence et ton intervention. Merci No à worries. Laurent, évidemment. Et puis, merci à la French Tech Marseille de nous accueillir ici à Palais de la Bourse et puis de nous avoir permis de vous rencontrer. Donc, nous, on va rester pour un échange informel, hein, si vous le souhaitez. C'est tout l'intérêt. Et puis, Faisal, on te libère. On te dit Yes, merci. thanks a lot. Merci à tous et au Merci plaisir. beaucoup, Bye bye. Faisal. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas endormi quand même là. Non, non.